Alors bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors on reçoit donc, pour cette première session, j'espère qu'il y en aura d'autres, pour cette première session de l'Université populaire à l'Université de Nice-Sophie-Antipolis, on reçoit Bernard Friot, donc, qui est spécialiste des questions de sécurité sociale et du salaire, promoteur d'idée de salaire à vie, qui n'est pas du tout une utopie, comme il va certainement le préciser. Et donc dans le contexte ici de l'université en particulier, où on assiste à une libéralisation, alors je ne dirais pas lente libéralisation, une libéralisation accélérée. On est plusieurs à être très surpris avec la vitesse avec laquelle c'est en train de se mettre en place. Et donc, donc je laisse la parole à Bernard Friot, qui va nous parler de la notion de salaire à vie, salaire étudiant. Je pense que tu vas aborder aussi ces questions et de la manière, de la nécessité de se réapproprier vraiment, en particulier l'université, mais de manière plus générale, l'outil de production, pour ne pas être opprimé par les forces capitalistes qui ont dont l'effet la marchandisation générale de tout, y compris du savoir, pour ce qui me concerne. Bernard, c'est à toi. Merci Liu, merci à l'intersyndicale CGT FSU Sud de m'avoir invité pour ouvrir cette nouvelle année de l'Université populaire, dont j'espère qu'elle aura beaucoup d'autres débats. C'est vrai que j'ai discuté avec lui de ce qui se passe dans cette commune, cette université depuis quelques mois. C'est vrai que c'est troublant de voir que comment l'autogestion peut disparaître, J'ai pris ma retraite en 2009. Après 40 ans d'autogestion et de bonheur de l'autogestion, avec des présidents qui étaient des primus inter pares, qui changeaient tous les 4-5 ans, mais sans aucune autorité sur leurs collègues. Et puis des universités qui n'étaient pas propriétaires de leur patrimoine et qui, par ailleurs, à qui n'était pas dévolue la masse salariale et qui donc n'étaient pas dans la logique de gestion patrimoniale et de masse salariale dans laquelle elles sont entrées. Les collègues étaient propriétaires d'usage de l'outil, mais ils n'étaient pas propriétaires patrimoniaux. Et c'est troublant que surtout des personnels qui ont un statut de fonctionnaire, et qui est donc, dès lors que ce statut est utilisé collectivement, absolument rien à craindre. Qui n'ont pas d'employeur, qui pourraient les licencier. Je parle en tout cas de ceux qui sont fonctionnaires parmi ces personnels. Et puis qui acceptent que... Alors, je ne dis pas qu'ils demandent d'avoir un roi, mais qui acceptent d'en avoir, qui acceptent que la logique autogestionnaire, qui est tellement un progrès dans le mode de fonctionnement collectif, se délite et qu'on voit apparaître du management, des DRH, des gens parfaitement inutiles qui sont là pour emmerder le monde, alors qu'on s'en est passé pendant des siècles, et que moi je m'en suis passé pendant 40 ans, pas besoin de gens pour gérer, je sais pas quoi, nos carrières, nos machins, nos trucs, tout ça est insensé. Bon, alors je ne vais pas entrer dans des considérations philosophiques sur est-ce qu'il y a vraiment un amour de la liberté, j'en sais rien, peut-être qu'on n'aime pas être libre, c'est possible, mais c'est vrai que je suis troublé. Je suis troublé
c'était pas tellement ce que j'avais prévu de dire, parce que je suis venu un peu pour autre chose, mais je suis troublé de voir comment des présidences s'installent, font venir les flics au premier incident venu, enfin des trucs impensables il y a encore quelques décennies. Alors avec des résistances, certes, mais avec les colifichets, des labex, des machins, des trucs, finalement, on peut aliéner sa liberté sans trop de réaction. Je vais partir maintenant du conflit extrêmement aigu qu'il y a eu à la SNCF au printemps dernier. Comment essayer d'analyser l'échec, alors même que la mobilisation était tout à fait considérable? Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui, mais ce que j'ai dit en préalable montre que ce n'est pas du tout évident, on ne peut plus aujourd'hui échapper à l'obligation d'être maître de son travail si l'on veut sortir de la folie dans laquelle le capitalisme est en train d'organiser la production. Et c'est évident que mettre sur la route du fret ferroviaire est totalement aberrant. C'est évident que transformer des cheminots qui ont un statut en chauffeurs de car Macron payés au SMIC, c'est totalement aberrant, évidemment. Et pourtant, ça se fait. Et c'est pas là-dessus que Macron est mis en cause. Il est mis en cause sur Benalla, sur des conneries, quoi. Hein. Il n'est pas mis en cause sur le fond. Il me semble que nous devons passer un cap dans la façon dont nous nous organisons syndicalement, ou au-delà pas nécessairement sur une base syndicale, mais enfin ce sont les syndicats qui sont quand même les lieux de l'organisation collective les plus actifs. Je pense que le syndicalisme s'est construit autour de la conquête de droits concernant le travail abstrait, mais dans une certaine indifférence au travail concret. Je vais m'expliquer sur ce point qui renvoie donc la distinction entre travail abstrait et travail concret. Le travail a deux versants. Il a un versant qui est la production de valeurs d'usage, hein, c'est le travail concret. On a un diplôme, et on sait faire telle chose que l'on fait. On produit donc des valeurs d'usage. Mais le travail a aussi une seconde dimension, c'est que tout en produisant des valeurs d'usage, on produit de la valeur économique. Et là, c'est pas le travail concret, c'est le travail pris dans son abstraction. Par exemple, on va être à l'indice 575. L'indice 575, il n'exprime pas du tout notre travail concret, il exprime en revanche la qualification, soit du grade, si on est fonctionnaire, que l'on a, soit du poste que l'on occupe, si on n'est pas fonctionnaire. Et cette qualification mesure la valeur économique que nous produisons, quel que soit le type de travail concret que nous faisons. Nous allons avoir comme infirmière, chercheur, cariste ou n'importe quoi,
nous allons avoir un même niveau de qualification qui exprime notre contribution à la production de valeur économique et qui donc va valoir salaire. Le salaire exprime la contribution à la production de valeur et il se traduit par une qualification. Soit du poste, quand on est contractuel, comme on dit, soit de la personne, quand on est fonctionnaire, puisque le propre de la fonction publique, c'est ça ce qui définit la fonction publique, c'est ce qui fait d'ailleurs l'objet d'une lutte de classe tout à fait intense. Ce qui définit la fonction publique, c'est que le fonctionnaire est payé pour un attribut de sa personne, et non pas pour un attribut de son poste. Ce n'est pas son poste qui est payé, c'est lui. La qualification n'est pas un attribut de son poste comme dans la convention collective, qui dans le privé ou pour les contractuels de la fonction publique, des services publics, définit le régime de salaire. Dans la fonction publique, et c'est encore une fois le propre de la fonction publique, la qualification est attachée à la personne. Objet de lutte de classe, pourquoi ? Parce que autant le capital ne voit pas d'inconvénient, autant la bourgeoisie capitaliste ne voit pas d'inconvénient au fait que nous soyons reconnus comme capables de faire du travail concret. Et cette reconnaissance, c'est le diplôme, c'est la certification. Donc autant le fait que la certification soit un attribut de notre personne, que nous soyons diplômés, à des questions de démocratisation, évidemment, à construire près, bien sûr. Mais il n'y a pas d'obstacle de fond de la bourgeoisie capitaliste au fait que nos personnes soient reconnues comme en capacité de faire du travail concret. En revanche, il y a un refus absolu de la bourgeoisie que nous soyons reconnus comme personnes, comme producteurs de valeur économique. La bourgeoisie capitaliste s'octroie le monopole de la définition de la valeur et de la production de la valeur et entend bien désigner, elle, par l'embauche et le licenciement, qui produit de la valeur. Mais qu'en aucun cas, la production de valeur ne soit un attribut de la personne. Ça va être un attribut du poste sur lequel l'employeur va placer ou quelqu'un ou l'en enlever. Mais que son attribut de la personne, ça c'est un enjeu de classe, parce que c'est un enjeu anthropologique majeur. Ça nous pose non pas comme des irresponsables en permanence sanctionnés, irresponsables puisque nous n'avons rien à dire sur le travail abstrait, nous n'avons rien à dire sur l'investissement, nous n'avons rien à dire sur ce qui va être produit, sur comment ça va être produit, qui va le produire, dans quel collectif, etc. Tous les éléments du travail en tant que production de valeur nous échappent, nous sommes irresponsables, le capitalisme nous irresponsabilise sur l'essentiel, il nous mobilise comme porteurs de diplôme sur le travail concret, bien sûr, mais il nous irresponsabilise totalement sur le travail abstrait. Nous ne décidons pas de l'investissement, de ce qui va être produit, ou comment, par qui. Ça, ce sont des décisions qui nous échappent totalement. Et un des signes que ça nous échappe, c'est le fait que nos personnes ne sont reconnues comme productrices de valeur qu'à condition de se soumettre au chantage à l'emploi. Pas d'autre solution. Un chantage qui est exercé en permanence sur un personnel contractuel par un employeur. Et c'est ce dont la fonction publique s'est libérée. La fonction publique a été libérée de ce chantage. Et c'est pour cela qu'il y a une telle mise en cause de la fonction publique, une telle détermination de la classe dirigeante à ne plus recruter de fonctionnaires. Une fois que j'ai dit ça, qui signe une conquête très importante du mouvement syndical, le fait que le salaire soit un attribut de la personne. Le salaire, il exprime une qualification, et la qualification est un attribut de la personne, et non pas du poste, comme dans l'emploi. Un fonctionnaire n'a pas d'emploi. Il a un grade, il est payé en fonction de son grade. S'il change de poste, il ne change pas de salaire. D'où d'ailleurs, évidemment,
le fait qu'il n'y ait pas de négociation sur la hausse du point d'indice, la valeur du point d'indice, qu'il n'y ait de négociation que sur des primes pour à nouveau lier le salaire au poste. Les primes, ça permet de lier le salaire au poste et non pas à la personne. Mais une fois donc que j'ai insisté sur cette immense conquête d'un salaire à la qualification personnelle, mon trouble de départ est quand même là. On peut être titulaire d'un salaire à la qualification personnelle et pourtant ne pas se lever collectivement contre la façon dont des présidences s'exonèrent de tout contrôle démocratique et deviennent des adversaires résolus des personnels de l'université et des étudiants. C'est-à-dire que, vous voyez que la conquête d'un droit aussi important que le salaire à la qualification personnelle, je n'ai pas d'employeur, je n'ai pas sur moi l'épée de Damoclès du licenciement possible. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le mouvement syndical s'est construit autour de la conquête de droits sur le travail abstrait. Parce que déjà le salaire à la qualification du poste, c'est une conquête. Au XIXe siècle, il n'y a pas de salaire à la qualification du poste. Il n'y a pas de salaire du tout d'ailleurs. Il y a ce que Marx analyse comme le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est le mode capitaliste de rémunération, ça n'a rien à voir avec le salaire, tel qu'il se construit au XXe siècle contre la logique capitaliste. Le prix de la force de travail, c'est la reconnaissance des besoins dont nous sommes porteurs pour faire tel travail concret. Pour pouvoir produire les patates que j'ai à produire, j'ai des besoins de logement, de nourriture, de formation, de culture, de loisirs, de je sais pas quoi. Et si je suis travailleur indépendant et que je produis des patates, eh bien les prêteurs qui me prêtent l'outil que j'utilise, les fournisseurs qui me fournissent les semences, je sais pas quoi, et puis les clients, je sais pas quoi, la centrale d'achat de Carrefour qui achètent ma production vont ponctionner toute la valeur que je produis, évidemment, sauf ce qu'il me faut pour être encore au boulot demain. C'est ça, un paysan FNSEA, c'est un travailleur extrêmement exploité, parce qu'il est indépendant. Les travailleurs les plus exploités sont les indépendants. Et à qui le prêteur, le fournisseur, le client, qui sont toujours des groupes capitalistes au bout du compte, il y a quelques AMAP, mais enfin c'est pas avec ça que les paysans vivent, laissent de quoi satisfaire les besoins pour faire la tâche qui leur est assignée. Ou deuxième façon d'organiser la reconnaissance des besoins dans le capitalisme, c'est le contrat de louage d'ouvrage qui se crée à la Révolution française et qui est un jeu à trois. Là, c'est pas des indépendants avec des prêteurs, des donneurs d'ordre, des fournisseurs, des clients qui ponctionnent l'essentiel de la valeur qu'ils produisent. C'est des capitalistes qui achètent de l'ouvrage fait à un sous-traitant. Donc le jeu à trois, c'est un capitaliste qui... Prenez un soyeux lyonnais, mettons. Le soyeux lyonnais, il achète des kilomètres de textiles ou des tonnes de soie à un sous-traitant qui est le Canut. Et il y a un conflit sur le tarif de l'ouvrage.
Par exemple, dans les années 1830, vous avez un conflit resté dans la mémoire collective. Mais les ouvriers, ceux qui font l'ouvrage, le mot ouvrier s'impose au XIXe siècle, après cette invention du contrat de louage d'ouvrage par la Révolution française. Les ouvriers, eux, ils sont totalement invisibles, il n'y a pas de tarif, il n'y a rien du tout. Le CANU les paye de sorte qu'ils sont encore au boulot demain pour pouvoir faire la tâche qu'ils font. Dans le capitalisme, les travailleurs sont niés comme producteurs de valeur. Complètement. Ce sont des êtres de besoin qui ont droit du pouvoir d'achat. C'est comme cela, le mot pouvoir d'achat, c'est un mot capitaliste par excellence. Les travailleurs sont reconnus pour les besoins dont ils sont porteurs. C'est ça le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est la somme des besoins dont est porteur le travailleur pour faire telle tâche, tel travail concret. Donc il n'y a aucune inscription du travailleur dans l'ordre du travail abstrait, dans l'ordre de la production de valeur. Il n'existe pas. Toute la bataille syndicale, et la CGT se construit à la fin du XIXe siècle là-dessus, c'est pour en finir avec le travail indépendant et avec la sous-traitance. Le Code du travail de 1910, qui est une invention fastueuse, qui a supposé une bagarre considérable au tournant du dernier siècle, interdit la sous-traitance, c'est absolument interdit, et oblige les capitalistes à être employeurs. Le capitaliste doit être employeur des ouvriers. Les CANU disparaissent comme intermédiaires. C'est interdit. Ça s'appelait le type de la sous-traitance, on appelait ça le marchandage. Donc le marchandage est interdit, les marchandeurs sont interdits, et les capitalistes deviennent employeurs. Et c'est lorsque les capitalistes deviennent employeurs que va se construire le salaire, précisément. Tous les travailleurs qui sont sous la dépendance économique d'un même capitaliste, qui enfin s'exposent, alors qu'il était toujours caché. Vous prenez je ne sais pas quoi, moi, Uber, il est propriétaire de la base de données dite collaborative, en plus, pour achever le flanc. Personne ne les connaît. Ils ne se gardent pas d'être employeurs de tous les usagers de la base. Le capital, par définition, ne veut pas être employeur, puisque la mise en valeur du capital, ça suppose une capacité à changer en permanence, et aujourd'hui à la nanoseconde, l'investissement de son capital. Si vous êtes employeur, vous liez à un territoire, une production, il faut que vous gériez des mecs. Enfin, c'est insupportable pour le capital. Le capital ne veut pas être employeur, bien sûr. Et donc, lorsque la CGT impose à la bourgeoisie capitaliste d'être employeuse, c'est une victoire, bien sûr. Et c'est une victoire qui va se traduire par l'invention du salaire. Certes, le mot salaire existe dans la langue savante au XIXe siècle, mais il n'existe pas du tout en réalité. Il n'y a pas d'institution salariale. L'institution du salaire, c'est avec les conventions collectives et c'est avec le statut de la fonction publique que ça va se faire. Les statuts de la fonction publique, j'en ai parlé, d'accord, enfin, je ne vais pas parler de sa naissance, mais ça, qu'importe. Les conventions collectives, ça va être dans le privé. Le fait que la rémunération ne va plus être le prix de la force de travail, ce qu'elle est dans le capitalisme, mais ça va être du salaire. Le salaire, c'est une institution anticapitaliste. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous raconte une histoire capitaliste. Petite parenthèse sur l'histoire officielle. L'histoire officielle consiste toujours à poser les victoires populaires comme des défaites, toujours, pour qu'il n'y ait pas de tremplin, pour qu'il n'y ait pas de processus cumulatif de victoire. Donc le contrat de travail, c'est une défaite. Si on vous parle de contrat de travail, d'emploi, on va dire subordination, on va dire ça. Échange d'un salaire contre de la subordination, enfin des conneries comme ça, d'accord ? C'est-à-dire que le poids de victoire qu'il y a dans une institution comme le salaire va être lu en son contraire, pour que nous n'ayons pas de possibilité de cumul de victoires. Il faut que ces victoires soient lues, y compris par nous-mêmes. Et ça, à l'université, dans
dans la divulgation de toute cette histoire officielle a évidemment un rôle décisif, y compris par nous-mêmes, que nous pensions que nos victoires, enfin les victoires du mouvement ouvrier, sont des défaites. Donc, lorsqu'à partir de 1919, en s'appuyant sur le contrat de travail tel qu'il s'impose, alors qu'il n'y avait pas de contrat de travail avant, le travail n'était pas institué. Je vous renvoie au très grand bouquin de Claude Didry, D-I-D-R-Y, qui s'appelle L'Institution du travail, qui est paru en 2016 à la Dispute. Il fait une sociologie de 2 siècles de droit du travail depuis la Révolution française. Sur la base donc du contrat de travail, va se créer le salaire à la qualification. Les conventions collectives, d'abord en 1919, puis en 1937, enfin il y a une histoire des conventions collectives, puis les années 50, etc., vont remplacer la rémunération capitaliste, c'est-à-dire le pouvoir d'achat nécessaire pour faire telle tâche concrète, par un salaire qui est anticapitaliste dans sa constitution, puisqu'il pose les travailleurs comme producteurs de valeur, et non pas comme êtres de besoin et en droit de pouvoir d'achat, non, comme producteurs de valeur devraient être reconnus pour leur contribution à la production. Et s'ils s'organisent politiquement pour le faire, en capacité de revendiquer la maîtrise de la production, puisque c'est eux qui produisent la valeur. Donc il y a un enjeu, encore une fois, très décisif au fait que le salaire à la qualification, y compris du poste, ait été inventé, bien sûr. Le fait d'imposer le salaire à la qualification est une victoire dont témoigne la façon dont les étudiants qui sortent de l'université sont embauchés aujourd'hui. Jamais au salaire à la qualification, jamais. Contrat de mission, contrat de projet, contrat d'objectif, contrat de chantier, salaire à la tâche. Pas de lien avec une quelconque qualification. Ou alors une autre façon d'endormir l'opinion, c'est de confondre qualification et certification. Ah ben je suis qualifié, ça veut dire que j'ai un diplôme. Bien sûr que non. Le fait d'avoir un diplôme, on peut se torcher avec. Ça ne qualifie pas le diplôme, ça certifie. Ça certifie, c'est-à-dire que ça atteste que l'on sait faire tel travail concret. La qualification, elle atteste qu'on contribue à tel niveau de la production de valeur économique. Nous sommes là dans l'ordre du travail abstrait. Donc, aussi bien la conquête du salaire à la qualification du poste, mais qui est une victoire à mi-chemin, comme vous voyez, puisque le poste, qui le décide? Qui décide du poste? C'est dans la bourgeoisie capitaliste. Donc, tant que nos droits sont liés à notre poste, ce n'est pas vraiment des droits de la personne. Mais il n'empêche qu'elle sort la rémunération de la logique d'êtres de besoin qui ont droit du pouvoir d'achat. Elle attaque le monopole de la bourgeoisie sur la valeur, sur le travail abstrait. Si, a fortiori, et les choses se font en même temps, je l'explique dans Vaincre Macron, dans le premier chapitre, si, a fortiori, la qualification est conquise comme étant celle de la personne, comme dans la fonction publique, là, nous sommes vraiment dans des victoires anticapitalistes très importantes. Cela dit, qui a mobilisé les syndicats ont été mobilisés autour des questions de c'est quoi le travail abstrait, le travail en tant qu'il produit de la valeur, comment est-ce qu'on peut le maîtriser, etc., comment on peut le faire nôtre. Bon. En revanche, il n'y a pas eu de mobilisation sur le travail concret. Pour dire les choses un peu excessivement, on produit de la merde, mais on conquiert des droits. C'est déjà quelque chose. Vous avez même un syndicalisme comme FO, par exemple, qui s'est construit là-dessus. FO s'est construit sur le travail concret, c'est le patron. Nous, on ne discute pas le boulot. C'est pas notre affaire, pas le rôle des syndicats. Nous, on conquiert des droits. Alors, vous voyez, conquérir des droits pour faire des armes qui sont ensuite vendues à l'Arabie Saoudite pour faire au Yémen ce qu'elle fait, c'est une schizophrénie. C'est une schizophrénie qui marque ma génération, par exemple. On proteste, on fait des tracts, on n'est pas d'accord. Je
discutais récemment avec des syndicalistes de Cherbourg. Oh, c'est quand même pas normal que nos arsenaux servent pas à la défense nationale, mais à la production d'armes qui sont vendues. Qu'on fasse une défense nationale, d'accord, mais sauf qu'ils continuent à travailler pour les armes dont ils sentent qu'elles sont vendues. On proteste contre l'usage possible de telle ou telle de nos recherches, découvertes scientifiques, etc., etc. Mais au bout du compte, on n'est pas du tout organisé collectivement pour maîtriser le travail concret. Une des expressions, à mon avis, les plus nettes de ça, c'est ce qu'on appelle la souffrance au travail. Il y a de la souffrance au travail. Comme paraît-il, il y a de l'hystérie féminine. Il y a, je sais pas quoi, moi, la dépression de la ménopause. La souffrance au travail, c'est la naturalisation et la médicalisation d'un truc qui n'a rien à voir avec la souffrance au travail. Il n'y a pas d'hystérie féminine, pas plus qu'il y a de je sais pas quoi, de dépression de la ménopause. Ça, c'est la naturalisation de la violence faite aux femmes. Et le travail n'est pas source de souffrance du tout, absolument pas. Le travail, c'est la vie. Le travail, c'est ce qui fait que nous sommes une espèce humaine, c'est-à-dire que construisons dans la négociation avec la nature notre monde. Le travail, c'est la vie. Bon. Ah ben non, non, c'est normal qu'il y ait de la souffrance au travail. D'ailleurs, travail, c'est tripalium. Alors, comme prof de socio, je suis économiste pendant 30 ans, puis j'en avais ras-le-bol. L'économie, c'est comme une science du pouvoir. Il y a un moment où j'en pouvais plus. Je suis passé à la socio. Alors, les copies, tripalium, travail, tripalium, instrument de torture. Alors, je vais voir, ils disent, non, écoutez, c'est aussi con que de dire Sorbonne, je sais pas quoi, c'est Sororbona, je sais pas quoi. Bon, bien sûr que non, que l'origine sémantique de tripalium, étymologique, pardon, de travail, c'est pas du tout tripalium, c'est le mot travel qui est peut-être le plus proche, hein. C'est-à-dire se déplacer en sautant un obstacle. C'est ça l'origine étymologique du mot travail. Mais le fait même, que depuis 20-30 ans se soit répandue cette sottise que le travail c'est tripalium, montre bien que nous acceptons de ne pas maîtriser le travail concret. Et là, vous allez avoir des CHSCT, vous allez avoir même une activité syndicale de plus en plus tournée autour de la prévention, du curatif et de la réparation de la souffrance au travail. Le féminisme se construit en refusant qu'il y ait de l'hystérie féminine ou de la dépression de la ménopause, enfin. C'est-à-dire en refusant de naturaliser la domination masculine, en pathologisant et en attribuant aux femmes, en plus, les conséquences de cette domination. Bon, ben, on va pas... le fait même que nous parlions de souffrance au travail et que nous ayons maintenant une activité syndicale de plus en plus orientée autour de la prévention de la souffrance au travail montre bien combien nous n'avons pas commencé à nous organiser collectivement sur la maîtrise du travail concret. Vous prenez les hôpitaux, dans lesquels les soignants, qui sont surtout des femmes d'ailleurs, débordent complètement le travail prescrit dans un travail réel, mais qui les met de fait en souffrance, parce que théoriquement, la toilette, c'est 6 minutes. Bon, ben, si elle passe 12 minutes, ça va être très compliqué, enfin, etc. Mais vous voyez, le fait même que l'on appelle souffrance au travail, cette situation montre qu'on accepte de ne pas maîtriser notre travail concret. Et donc, je pense que
un déplacement vraiment décisif. C'est ce que j'explique dans Réussir le communisme. Un déplacement vraiment décisif de notre activité collective doit être d'en finir avec l'acceptation que notre travail concret ne corresponde pas à notre déontologie, ne corresponde pas à ce que nous estimons devoir être ce travail concret. Il faut que nos organisations collectives arrêtent les parlottes. Aller au CA de l'université, ça ne sert à rien, c'est évident, vu ce que c'est devenu. Négocier avec des directions qui n'ont rien à négocier que des reculs, tout ça c'est perdre son temps. Une trop grosse partie du temps militant passe à des choses totalement stériles. Parce qu'on s'accroche encore à quelque chose qui distingue notre souci de conquérir des droits dans l'ordre de la valeur économique et du travail abstrait et une forme d'indifférence. D'ailleurs, je n'avais pas remarqué ça, mais j'étais dans un jury de thèse de philo récemment sur le lumpenprolétariat chez Marx, et c'était formidable comment la doctorante montrait comment Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, disent mais finalement les travailleurs sont indifférents à la valeur d'usage qu'ils produisent. Tout comme la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'il y a une logique capitaliste d'indifférence à la valeur d'usage, puisqu'on ne produit pas pour l'utilité sociale de ce qui est produit, on produit pour la rentabilité du capital investi dans la production. Alors, évidemment que les capitalistes sont absolument indifférents à la valeur d'usage qui est produite, ça, ils s'en foutent éperdument. Mais, disent Marx et Engels, les travailleurs eux-mêmes sont pris dans cette logique d'indifférence à la valeur d'usage. Et aujourd'hui, où la valeur d'usage que nous produisons est devenue folle, alors on traduit ça par de la souffrance au travail. Un concept dont il faut absolument se débarrasser, qu'il faut contester totalement, tout comme l'hystérie féminine. Et j'en reviens à mon trouble de départ, puis je vais achever là-dessus. Comment des personnels qui, s'ils utilisent collectivement leur statut, n'ont rien à craindre, rien, laissent des grenouilles devenir rois. Oui, j'ai fini pour lancer. On n'a pas besoin d'applaudir. Non. C'est pour lancer l'affaire. Y a-t-il des commentaires, des questions Bernard? C'est peut-être une naïveté touchante, mais j'ai l'impression que la raison pour laquelle, dans l'organisme non sociologique et dans l'économie, pour laquelle des personnes ne se mobilisent pas contre le Roitelet, c'est qu'ils n'ont rien à perdre, mais qu'ils ont l'impression qu'ils sont déjà très bas, et ils ont l'impression qu'ils ont tout à gagner, enfin qu'une partie d'entre eux a tout à gagner à suivre le roi en question. Pas tant l'absence d'une mobilisation globale de gens contre le Roitelet, mais le fait que, même s'il y avait des moyens comme ça, ils sont toujours affaiblis par les quelques-uns qui disent oui, il faut suivre, il faut faire, on va gagner, on va pas. La question, c'est pas rien à perdre, c'est à quel moment est-ce qu'on n'a plus rien à gagner non plus. C'est vrai, et en plus, encore une fois, quand je parlais de Colifichet, de Labex et autres, c'est sûr qu'il y a des choses à gagner dans l'affaire. On peut avoir l'impression de gagner.
demandé aussi, est-ce que c'était pas lié à l'ultra-individualisation de la société, du coup, et qu'on n'a plus cet esprit collectif qu'on avait peut-être plus avant, que maintenant on se bat plus pour nos droits personnels que pour nos droits collectifs, en fait. Non, moi je ne crois pas qu'avant c'était mieux, hein, absolument pas. Alors là, non, avant c'était pas mieux. Il faut d'abord commencer toujours par se dire ça. Hein. Avant c'était pas mieux, ça c'est une règle de base, sinon on erre. Non, c'est plutôt que nous sommes maintenant à une étape nouvelle qui n'a jamais été affrontée. Qui est de maîtriser à la fois le travail abstrait et le travail concret. Ça n'a jamais été affronté comme tel. C'est une bataille nouvelle, ça. Parce que le problème individualiste, tout ça, on rend des histoires de nature humaine, et là, moi, je deviens un petit peu... Même si vous dites qu'il est cultivé comme tel. Alors, ce que vous dites n'est pas faux, au sens où... Et là, on en revient à Parcoursup, par exemple. Où, dans la mesure où l'école... Donc là, je vais vous donner raison totalement hein, sur ce point-là. L'école, elle n'éduque pas du tout à la co-responsabilité, aussi bien économique que sur le travail concret. Aucune éducation à la co-responsabilité, puisqu'encore une fois, la bourgeoisie capitaliste nous pose comme des irresponsables. Une école qui éduquerait à la co-responsabilité économique, c'est une école dans laquelle déjà il y aurait beaucoup plus de choses sur la valeur économique, c'est quoi produire, quels sont les enjeux de la production. L'école, en tout cas quand je dis école, je veux dire jusqu'au bac. Hein, jusqu'au bac, on ne cause pas de tout ça, on cause d'autres choses, mais pas de ça. Et puis en aucun cas, il n'y a d'éducation à la co-responsabilité. Il y a une éducation à la compétition en vue du marché du travail. Alors là, Parcoursup va créer une institution qui va multiplier cette dérive du système éducatif vers non pas l'éducation à la co-responsabilité économique, mais vers l'éducation à la compétition sur le marché du travail. Donc c'est sûr que une telle école qui a des notes, qui a des filières, enfin pour prendre déjà ces deux lieux de l'éducation à la compétition sur le marché du travail, hein, les notes et les filières, deux choses qu'il faut absolument supprimer. Il faut une école absolument commune et sans notes jusqu'à 18 ans. Enfin, c'est des choses qui sont élémentaires si on veut former à la co-responsabilité économique de tous. Oui, bien sûr que ça a à voir avec une forme d'irresponsabilité sur ce que nous faisons, oui. Parce que nous n'avons pas été du tout éduqués à la responsabilité. Le maître mot du communisme, hein, le communisme, nous disent Marx et Engels, toujours dans l'idéologie allemande, le communisme, c'est le mouvement réel de sortie de l'ordre des choses, disent-ils, enfin, par lequel nous sortons du capitalisme. Hein. Et toutes les sociétés sont prises dans une dynamique communiste, absolument toutes. Hein, c'est-à-dire que toutes les sociétés capitalistes, en tout cas, dans la lutte de classe, connaissent actuellement, depuis un siècle et demi, des chemins vers le communisme qui sont forcément tâtonnants, avec des reculs, des erreurs, etc. Tout comme la bourgeoisie. Hein. La bourgeoisie a construit le capitalisme pendant 4 siècles, hein, entre le XIIIe et le XVIIIe. Hein. On ne change pas une société par décret. Hein. Et donc passer du capitalisme au communisme, c'est exactement la même chose que passer de la féodalité au capitalisme. Ça suppose des institutions de la valeur économique tout autre. Hein. Les institutions de la valeur économique, c'est le régime de propriété de l'outil et c'est le statut du producteur. Dans la féodalité, la propriété, c'est une propriété aristocratique. Et le statut du producteur, c'est le servage. La bourgeoisie capitaliste va mettre 4 siècles pour marginaliser ces deux institutions-là et la transformer en propriété bourgeoise, propriété lucrative, propriété patrimoniale lucrative, hein, le droit de retirer
des ressources d'un patrimoine, hein, à partir du travail d'autrui sur ce patrimoine, ce qui est absolument interdit dans la féodalité. Ça se fait pas, c'est pas du tout comme ça que c'est en tout cas construit. Et puis, un statut tout à fait autre, non pas le servage, mais l'individu libre sur le marché. Marché des biens et services, hein, c'est la forme canonique du travail dans le capitalisme, les indépendants dont j'ai parlé, ou marché du travail, lorsque se constitue le marché du travail, à partir du moment où le mouvement ouvrier impose aux capitalistes de devenir des employeurs. Ça a mis 4 siècles. Il n'y a aucune raison que nous allions beaucoup plus vite, hein, pour sortir la production de sa logique capitaliste. Et donc, c'est sûr que le mode de socialisation dans l'enfance et la jeunesse qu'opère l'école ne prépare pas du tout, hein, à la co-responsabilité sur le travail concret. Oui, allez-y, hein, tu donnes la parole peut-être, Liu, bien. Vous avez évoqué Uber. Alors, est-ce que ce ne serait pas un retour en arrière tant sur les activités de travail concret ou sur le travail abstrait que sur le travail concret? Vous avez avec justement la fin du salaire et la fin de la responsabilisation du capitaliste envers les travailleurs, producteurs de valeurs et services. Alors bien sûr, hein, et là encore une fois je vous renvoie à ce très beau bouquin de Claude Didry, hein, Uber, c'est le retour à l'avant Code du travail. Hein. Uber, c'est le capitaliste qui ne veut pas être employeur. C'est ça sa définition de fond. Hein. Et alors que le Code du travail, c'est l'obligation faite au capitaliste d'être employeur. Donc, bien sûr, c'est un retour au passé, hein, ça c'est clair. Alors, c'est un retour au passé sur le travail abstrait. Il suffit de voir comment les cyclistes sont payés ou les chauffeurs sont payés, bien sûr, et quels sont leurs droits, hein, qui sont extrêmement faibles. En matière de travail concret, alors c'est peut-être pire, ça j'en sais rien, mais il me semble que je ne suis pas sûr que là où il y a encore une fois, des droits de salariés, de taxis et autres, le travail concret soit très différent. Parce que, encore une fois, je crois que on n'est pas encore passé à l'étape où nous devons nous organiser collectivement pour maîtriser le travail concret. Alors, évidemment que le salaire à vie on m'a collé l'étiquette salaire à vie sur le dos. Bon, à un moment, on ne peut plus échapper aux étiquettes qu'on nous a collées, hein, donc j'assume. Hein. Parce que, de fait, travaillant sur la fonction publique, la sécurité sociale, etc., j'ai pu mesurer la portée révolutionnaire qu'il y a à attribuer le salaire à la personne et non pas au poste, lequel est déjà une victoire, comme je l'ai dit. Mais je mesure combien le salaire à la qualification personnelle, c'est une condition nécessaire pour que nous démocratisions l'économie, mais ce n'est pas une condition suffisante. Hein. Des travaux comme ceux de Daniel Linard, hein, Daniel Le Linard, montrent comment, précisément, dans les lieux où il y a soit fonction publique, c'est-à-dire salaire lié à la qualification personnelle, soit dans des lieux, ce qu'on appelle des marchés internes. Ce qu'on appelle les marchés internes en économie du travail, c'est lorsque, dans la banque par exemple,
une fois que vous êtes dans la banque, sauf si vous sortez de la banque, vous ne passerez jamais par le chômage. Vous allez avoir une progression de carrière, y compris quand vous changez d'entreprise. L'entreprise qui vous accueille vous prend au niveau de qualification du poste que vous avez quitté dans l'entreprise précédente. Ça vaut pour la chimie, la métallurgie, enfin il y a toute une série de branches où on a conquis des marchés internes. Et où donc le passage par le marché du travail est assez faible. Il y a des mobilités internes à la branche, disons. Si on quitte la branche, c'est foutu, c'est sûr. Eh bien, ce sont précisément dans les lieux où il y a une forme de stabilité du salaire qu'a été mis en place un mode de management par le changement permanent. Changement permanent des logiciels, changement permanent des lieux, changement permanent des bureaux, changement permanent de l'objet de travail, changement permanent des programmes, changement permanent de ceci, pour que les professionnels soient en permanence des débutants. Et puis que toute leur capacité professionnelle dans le travail concret, ils ne puissent pas la maîtriser du tout. C'est-à-dire pour introduire une précarité subjective, là où il n'y a pas de précarité objective. Il y a une très grande précarité subjective. Et également, évidemment, pour piquer, puisque ces professionnels doivent remplir des items, de cocher tout ce qu'ils sont en train de faire, pour que progressivement des protocoles se substituent à leur propre savoir-faire, pour ponctionner le savoir-faire des personnes, donc le travail concret des personnes elles-mêmes, pour l'attribuer à des logiciels, à des procédures, à des monopoles, à des protocoles. On voit bien comment, y compris dans des lieux où on attend beaucoup de travail concret, comme le soin, la clinique est remplacée par le protocole. Donc, on voit bien que le fait d'avoir un salaire lié à la personne n'est pas suffisant. La précarité subjective peut parfaitement être créée par des spécialistes du management et de ceux s'ils sont mieux payés que vous et moi. Et donc, tant que nous acceptons de produire de la merde, dès lors qu'on a des droits pour le faire, on fera des CHSCT pour lutter contre la souffrance au travail. Il y a un moment où il faut être dans la situation de tout un tas de jeunes dissidents, c'est plutôt des jeunes, parce qu'encore une fois, ma génération est assez schizophrène de ce point de vue-là. Des jeunes qui entendent mettre en cohérence leurs convictions écologiques ou anthropologiques, etc. Pas de faire de matériel à obsolescence programmée, enfin, etc., etc. Et leurs actes, et qui sont dans la dissidence. Et j'en rencontre beaucoup. Il y en a énormément. Il y a des cons chez les jeunes, il y a des macronistes, évidemment, mais il y a aussi, et c'est un phénomène vraiment nouveau, des jeunes diplômés qui sont dans la sécession. Alors, avec toutes les limites de la sécession, parce que vous pouvez faire du logiciel libre qui est entièrement récupéré par le logiciel propriétaire. Même toute la R&D aujourd'hui, toute la recherche et développement aujourd'hui, pas toute, mais une bonne part, est faite par ces dissidents, d'accord, qui se payent avec le RSA ou avec des prestations de services plus ou moins transformées en salaire dans des coopératives d'activité et d'emploi. Et puis une fois qu'ils ont trouvé soit le business model, comme on dit, soit la technologie nouvelle, pouf, vous avez Xavier Niel qui arrive, ou Arnaud, ou des parasites de ce type qui bénéficient gratos de toute la R&D qu'ont fait ces jeunes. Donc dans la dissidence, il y a évidemment des limites. Et si moi je suis au Parti communiste, si je suis à la FSU, c'est comme porteur d'une tradition de attention, il ne suffit pas de s'intéresser au travail concret, il faut aussi s'intéresser au travail abstrait. Parce que chez ces jeunes-là, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que eux, ils sont absolument décidés à ce que leur travail concret
ils en soient les maîtres. Pour moi, c'est révolutionnaire, ça. C'est l'étape dans laquelle nous sommes, c'est l'étape que les syndicats n'ont pas franchie pour le moment, et qu'il faut qu'ils franchissent. Mais en même temps, le rôle des syndicats, ou des partis comme le mien, le Parti communiste, qui est un parti en voie d'effilochage, c'est pas un scoop, mais c'est un drame, parce que c'est quand même le parti qui a permis de construire l'essentiel de nos droits en matière de travail abstrait, précisément. C'est pour ça qu'il faut réussir le communisme. 2 euros, ça, d'accord. Vaincre Macron, 10. Un salaire étudiant, je ne sais plus combien c'est 12. Un salaire étudiant, c'est très important. C'est la réponse à Parcoursup. C'est la réponse aux affiches qui arrivent, paraît-il, c'est ce que m'a dit Liu, sur les prêts étudiants dans les rues de Nice. Oser frais d'inscription et prêts étudiants. Une fois que c'est parti, c'est inéluctable. Il le montre très bien. Il a étudié 40 ans de mutation de l'université anglaise. L'université anglaise est gratuite jusque dans les années 80, contrairement à ce qu'on raconte. Et aujourd'hui, on est à la moindre université, vraiment la plus médiocre, on est à 12 000 euros, 12 000 livres par an. 12 000 livres, c'est le minimum. Sauf que les étudiants, ils ont automatiquement 21 000 livres de prêts par an. 12 000 pour payer les frais d'inscription, qui ne leur coûtent rien du coup, et 9 000 pour leurs besoins. C'est automatique. Par une instance publique. Et ils ne remboursent que lorsqu'ils gagnent plus de 25 000 livres. Le taux de remboursement des prêts, il est de 15%. Soyons clairs. Pourquoi est-ce que la bourgeoisie capitaliste est prête à dépenser de l'argent? C'est bien de l'argent dépensé, c'est prêt, puisqu'ils ne sont pas remboursés. Pour des prêts. Et pourquoi est-ce qu'elle récuse le salaire? Vous aurez la réponse dans ce bouquin remarquable. Comment construire un salaire étudiant? Donc, j'en viens, j'arrête puisque, oui, vous voulez intervenir, intervenez, je ne sais plus ce que je voulais dire en plus. Donc, non, c'est sur l'enjeu de la maîtrise du travail concret et l'idée du coup qu'il faut s'organiser. Et quand j'entends ça, je me dis, mais est-ce que la CFDT dans les années 70 n'était pas la porteuse de cette position-là? Et sinon, pourquoi ils ont réussi à... Comment ça s'est fait qu'aujourd'hui on fait penser que c'était bien? Et si oui, pourquoi ils ont disparu? Pourquoi ils semblent avoir disparu de cette position-là? Oui, alors vous avez raison, vous avez une dérive de la CFDT qui est d'ailleurs antérieure à la période où elle est... où il y a une dimension autogestionnaire, c'est-à-dire au début des années 70, qui va se traduire par l'IP, par exemple. Mais en fait, le ver de ce que deviendra la CFDT est dans le fruit quand même à ce moment-là, puisque les choses se jouent entre autres en 1970, lorsque il faut trouver un successeur à Eugène Descamps, qui avait porté la déconfessionnalisation de la CFTC. Vous savez que la CFDT, c'est donc l'ancienne CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui était née en 1919 contre la CGT et qui se déconfessionnalise en 1964 pour devenir la Confédération française démocratique du travail. Descamps, qui était le porteur de, disons, de l'aile gauche, qui est l'expression de l'aile gauche, qui était secrétaire confédéral, c'est de la place. Il y a un congrès qui élit Edmond Maire, et c'est le début de la fin, parce qu'Edmond Maire est sur des positions de seconde gauche, des positions de Rocard, enfin tout ce qu'on va appeler la seconde gauche. Mais donc je ne suis pas assez spécialiste de la CFDT pour vous dire comment cette dérive s'est faite.
Mais il est tout à fait significatif que la CGT, au début des années 70, n'a pas du tout soutenu le mouvement autogestionnaire tel que, du bout des lèvres, la Confédération CFDT le soutenait. Hein. Je dis bien la Confédération du bout des lèvres, à cause d'Edmond Maire, qui était absolument hostile. Mais il y avait dans la CFDT, effectivement, des gens qui maintenant se retrouvent à Solidaire, parce qu'ils ont été exclus ensuite dans les années 90. Et des gens qui étaient favorables à l'autogestion, bien sûr. Oui. Mais la CGT ne l'a pas été. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de culture syndicale. Enfin, je rends un hommage vraiment éperdu à tous ces syndicalistes qui ont créé le statut de la fonction publique, la convention collective, enfin tout ce sur quoi j'ai insisté. Hein, c'est chapeau, hein, le régime général de sécurité sociale, etc. C'est absolument magnifique ce qu'ils ont créé. Mais encore une fois, il faut passer maintenant à l'étape de la maîtrise du travail concret, sans abandonner celui du travail abstrait. C'est ça le point. Hein. Donc je ne peux pas répondre sur le fond à votre question, je peux essayer de broder pour avoir l'air, mais vous voyez, je ne suis pas assez connaisseur de la CFDT pour pouvoir vous dire... Je vais revenir sur le point que vous avez évoqué. Le premier, c'est la souffrance au travail. Moi, j'ai la souffrance au travail puisse être liée uniquement au mode de production capitaliste. J'ai l'impression que la souffrance, que ce soit au travail ou au travail, ça existe y compris lorsqu'on travaille pour son propre compte, quand on fait un travail qui est ordonné par personne et qu'on fait pour soi-même, qu'il y a des travaux qui sont objectivement pénibles et qui génèrent des plaisirs et de la souffrance, et il peut y avoir des travaux qu'on peut effectuer pour le compte d'autres personnes qui peuvent générer beaucoup de satisfaction. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, je ne suis pas extrêmement convaincu par le caractère révolutionnaire et communiste du statut de la fonction publique et de la situation de fonctionnaire. Parce que le statut de fonctionnaire, c'est que la rémunération est déterminée liée au service suivi. C'est-à-dire un fonctionnaire qui est uniquement qualifié, qui n'exerce pas le travail qu'on lui a confié, qui n'assume pas les tâches et les missions qui lui sont confiées, il ne sera pas payé. C'est pas qu'il ne sera pas payé uniquement parce qu'il est qualifié. Donc j'ai du mal à voir la séparation entre les deux. Et d'autre part, j'ai un peu l'impression que de plus en plus dans l'hypercapitalisme, notamment ce qui exerce les postes les plus élevés, les fonctions les plus élevées dans le cadre de l'hypercapitalisme, ils sont de plus en plus payés en fonction de leur qualification et pas des emplois ou du travail qu'ils effectuent réellement. Donc j'ai un peu du mal à voir le caractère, la séparation, la scission entre les deux aspects. Alors sur le premier, on va prendre, il y a trois choses, donc on va les prendre l'une après l'autre. Sur le premier point, quand je parle de souffrance au travail, hein, c'est la contradiction entre la conception qu'on a du travail bien fait et celui qu'on est obligé de faire. C'est pas une question de pénibilité. Vous pouvez avoir des métiers de maçon qui sont extrêmement pénibles, mais sans souffrance au travail, au sens où la personne construit le mur tel qu'elle, d'une façon qui correspond à sa déontologie, à son savoir-faire, à ce qu'elle estime être nécessaire. Prenez un film, je cherche le titre, de Gilles Perret. Bon, il est connu pour La Sociale, pour Les Jours Heureux, mais il avait fait un film encore avant, de mémoire d'ouvrier. Voilà, de mémoire d'ouvrier. Bon, vous avez des maçons qui sont en scène à 50 ans d'intervalle. Les maçons qui construisent les barrages hydroélectriques des vallées savoyardes qui permettent de maintenir l'agriculture, parce qu'on crée de l'industrie, en fait, etc., de supprimer l'exode rural énorme qu'il y avait là, et de créer de l'électricité, etc., etc. Vous avez des maçons qui ont une fierté énorme de construire dans la pénibilité, parce que là, c'est extrêmement pénible.
les conditions dans lesquelles ils le font. Et puis vous avez aujourd'hui des maçons, c'est plus les mêmes parce que 50 ans après, la Savoie ou la Haute-Savoie, c'est maintenant le tout-tourisme, hein, c'est plus la production économique, c'est le tout-tourisme. Et on les voit, ils sont en train de construire des villas à 20 millions d'euros. Haute technicité, etc. Ils souffrent. Parce que ça ne les intéresse pas de construire des villas à 20 millions d'euros. C'est pas qu'ils travaillent pour eux ou pour autrui, c'est pas le problème. C'est qu'il y a une... et ça ne les intéresse pas que l'activité économique disparaisse dans les vallées au bénéfice d'une activité de tourisme. Et du triomphe d'Airbnb. Enfin, Airbnb, c'est pas 20 millions d'euros. Là, c'est quelques nababs, je suppose. Mais donc, la souffrance au travail, c'est le fait que l'on travaille dans la conscience que ce qu'on fait, c'est de la merde. La question, c'est comment est-ce qu'on gère ça? Si on le gère par du CHSCT, c'est foutu. C'est quand on gère la violence dont les femmes sont l'objet en traitant l'hystérie. Enfin, c'est absurde. Donc la question, c'est comment nous organisons-nous collectivement pour ne poser comme acte de travail que ce qui correspond à notre déontologie. Alors sur les deux autres points, c'est-à-dire la fonction publique et le salaire à la qualification personnelle, ben, évidemment que nous sommes dans des... J'ai parlé de 4 siècles pour la construction du statut capitaliste du producteur, c'est-à-dire le passage du servage à l'individu libre sur le marché. 4 siècles. On ne va pas passer de l'individu libre sur le marché à l'individu propriétaire de son salaire, de l'individu qui va quémander sa reconnaissance comme travailleur chez un capitaliste à l'individu qui n'a pas besoin de la quémander, parce que c'est un attribut de sa personne. On peut passer de ça en quelques décennies. C'est des mouvements séculaires, tout cela. Et vous voyez, la façon dont les cheminots, par exemple, ont dit « mais on n'est pas les privilégiés que vous croyez. On a un statut spécial parce qu'on a des missions spéciales. » Pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que c'est de ne pas mettre en avant la nouveauté énorme qu'il y a à être payé pour son grade et non pas pour son poste. Alors ensuite que, évidemment, si vous démissionnez de la fonction publique, vous n'avez plus de salaire. Évidemment, vous pouvez être sanctionné, encore que des licenciements, il n'y en a quand même pas des masses dans la fonction publique. Il y en a quand même très très peu. Mais enfin, il peut y avoir une sanction. Évidemment que vous avez je sais pas quoi, 192 heures à faire. Oui, ok. Mais dans le communisme aussi, excusez-moi, mais c'est pas une société sans obligation ni sanction. Je suis titulaire de mon salaire. Mais quand j'entre dans un collectif de travail, il y a un contrat qui me lie à ce collectif et qui dit que j'ai 192 heures à faire. Évidemment. Il n'empêche que la nouveauté est énorme d'être titulaire de son salaire et de ne pas être soumis au chantage à l'emploi. Mais qu'il n'y ait pas de responsabilité à assumer dans un cadre contractuel, bien sûr que si, qu'il y en a, nécessairement. Là où le statut de la fonction publique est tout à fait insuffisant, c'est par exemple, il n'y a aucune mobilité entre les administrations. On ne peut pas fonctionner à l'éducation nationale pour devenir fonctionnaire avec la même qualification dans une autre administration, c'est extrêmement compliqué. Même pour passer de la maternelle au supérieur à la maternelle, c'est pratiquement impossible, en fait, etc., etc. Ça, bien sûr qu'il y a beaucoup à faire, mais encore une fois, nous sommes dans des débuts, hein. Mais il faut voir le côté moitié plein des verres, sinon quel tremplin avons-nous pour agir?
Alors maintenant, sur les salaires indécents de gens qui foutent rien, ils ne sont pas payés à la qualification, ces gens-là. Je sais pas, comment c'est la ministre des Transports actuelle c'est Madame Borne qui était payée à 50 000 balles par mois pour faire ses saloperies à la SNCF, mais c'était pour faire des saloperies. Il fallait bien la payer pour faire des saloperies. C'était pas lié à sa qualification. L'autre zozote là du ministère du Travail, comment elle s'appelle Pénicaud. Il faut bien qu'on lui file 1 200 000 euros de stock option par délit d'initié d'ailleurs, parce qu'elle savait parfaitement ce qui allait se passer. C'était elle qui licenciait. Pour licencier 900 cadres de chez Danone. On ne licencie pas 900 cadres de chez Danone, on est payé à 6 000 balles par mois. Là, nous avons des auxiliaires du capital, point, qui sont payés à ne rien foutre, à nous emmerder. Mais le salaire à la qualification de la personne, tel que nous l'avons exprimé, fait que toute la recherche scientifique française fondamentale est faite par des gens qui gagnent entre 1500 et 6 000 euros par mois. C'est-à-dire qu'on fait la démonstration qu'il n'y a pas besoin de gagner plus de 6 000 euros par mois pour bosser. Si on a besoin de plus de 6 000 euros, c'est qu'on n'aime pas son boulot. Parce qu'on doit faire des saloperies. Parce qu'on a une énorme souffrance au travail. Nous avons fait la démonstration qu'il peut y avoir le hiérarchie des salaires à l'université, il est de 1 à 3. C'est bien suffisant. Non, je vois le côté moitié plein des verres de la fonction publique et du fonctionnement autogestionnaire à l'université. Aussi peut-être vous poser la question, si on redéfinit la qualification du point de vue capital, ça va dire que le salaire est proportionnel à la qualification de soutenir le système. Mais c'est ça aussi, on ne peut pas, vous comprenez, la convention collective, c'est pour ça que l'autogestion est tellement décisive dans les carrières, par exemple, avec le CNU, c'est tellement décisif. Hein. Dans la convention collective dans le secteur privé, c'est une négociation entre les employeurs et les syndicats. C'est une négociation. Ce n'est pas les syndicats qui imposent le niveau de qualification, c'est une négociation. Et évidemment, dans les critères de la qualification, il y a la rentabilité pour le capital du poste, bien sûr. Bien sûr. C'est peut-être ce que vous vouliez dire, peut-être que j'ai été un peu agressif dans ma réponse précédente, excusez-moi, non mais pour mon interlocuteur précédent, excuse-moi, de temps en temps je m'embarque comme ça, de même que je retire l'autre zozote, c'est une connerie machiste, absolument inutile dans ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai qualifié ainsi la ministre du Travail. Mais bon, il y a des emportements comme ça peut être off cette affaire, je sais pas, tu verras. Tu peux le supprimer. Mais ça peut rester aussi, après tout. Alors, oui, bien sûr, que c'est une négociation, d'où l'extrême importance que les critères de qualification à l'université soient des critères qui sont gérés par les intéressés eux-mêmes. Alors, il y a des conflits sur la bibliométrie, sur tout ça, mais il faut que ces conflits aient lieu, c'est fondamental. C'est ça l'autogestion. J'ai une question, je vais prendre encore une dernière question après. Pour revenir au salaire étudiant, là, quelques étudiants dans la salle, là, est-ce que tu peux leur expliquer en quoi ils seraient en droit de revendiquer un salaire? Parce qu'on peut certainement se dire, mais en tant qu'étudiant, on ne peut plus rien. Alors, merci. Oui, tu as raison, effectivement, oui. Il y a une absolue symétrie entre la jeunesse et la vieillesse. La jeunesse, elle était construite au cours des années 70-80 en France. Elle n'existait pas avant. Être jeune n'avait aucune incidence sur le marché du travail, aucune. Il n'y avait pas de jeunes.
Il y avait des jeunes biographiquement parlant, hein. Il n'y avait pas de jeunes sur le marché du travail, ça n'existait pas. Tout ça, c'est les premières mesures jeunes qui démarrent en 77. Je m'en explique longuement dans le chapitre 2 de Vaincre Macron. Hein. Donc on a construit une catégorie jeune autour d'un mensonge d'État. Hein. Le mensonge d'État, c'est 1 jeune sur 4 est au chômage. C'est un mensonge éhonté. Hein. Un taux de chômage, c'est au numérateur des chômeurs et au dénominateur des actifs. Donc le taux de chômage de 25%, par exemple, de fait, pour les 18-25 ans, le taux de chômage, lorsque ces mesures-là sont prises, est de 25%. Ça veut dire qu'un jeune actif sur 4 est au chômage. Ça ne veut pas dire qu'un jeune sur 4 est au chômage, puisque le taux d'activité des 18-25 ans, il est de 30%. 70% sont à l'école. Donc, un taux de chômage de 25%, ça veut dire que le quart de 30% des jeunes est au chômage. Le poids du chômage, c'est chômeur sur la population de référence, actif ou pas. Le poids du chômage, il est de 7,5%, enfin, il est de 1 sur 12, quoi, à peu près. Bon. D'ailleurs, quand on a fait toute cette immense campagne sur un quart des jeunes est au chômage, personne n'était bien capable de dire qu'il y avait un quart des jeunes autour de lui qui était au chômage. Hein. C'est aussi ça fait réfléchir, comment nous gobons, comment parce que nous n'avons pas construit nos organisations autour de la conquête de la liberté, hein, au travail. Comment nous gobons des trucs aussi fous qu'un jeune sur 4 est au chômage et que face à un tel malheur, mieux vaut un petit boulot que rien du tout. Ils auront un petit boulot, puis on va quand même pas les payer. Hein. Alors c'est comme ça qu'on va inventer toutes les mesures jeunes, les contrats emploi solidarité, les emplois jeunes, emploi jeunes, il fallait le faire quand même. Hein. On n'a pas osé inventer des emplois homosexuels. On a inventé des emplois jeunes. Il fallait avoir déjà construit toute une catégorie jeune, hein, qui n'existait pas avant. Hein. C'est une perte de 30 ans à peu près. Hein. C'est la seconde gauche qui a été décidée dans cette affaire, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs. Et donc, vous avez eu une espèce d'habituation des jeunes au travail gratuit. Aujourd'hui, vous avez même des volontaires, hein, le volontariat. Hein. Vous avez des services civiques. Alors là, c'est particulièrement odieux, hein, d'instrumenter le civisme pour ne pas payer les gens. Hein. Vous êtes civique, on va pas en plus vous payer. Donc, cette habituation du travail gratuit qui fait qu'aujourd'hui, on peut présenter comme étant de gauche une proposition de revenu de base à 800 balles pour tous, alors que c'est la conclusion de cette violence faite à la jeunesse, hein, de travailler gratos. Bon, ce sera pour 800 balles. Et puis soyez contents. C'est une arme de guerre contre le salaire à la qualification, hein, ces 800 balles. Et en même temps qu'on a construit la jeunesse, à la même époque à peu près, sont apparus les retraités. Ils existaient déjà, mais avant les années 70, il y a pratiquement très peu de retraités. Il y a quelques fonctionnaires, quelques cadres, mais la retraite ouvrière, employée et tout ça, c'est vraiment dans les années 70 qu'elle s'affirme. Et là, les retraités, ils sont libérés du travail, dit-on. Alors que le travail, c'est la vie. Alors, on nous libère de la vie. C'est pour ça que les retraités vieillissent. Quand vous n'avez plus de... Moi, j'entends bien mourir jeune. Hein. Je mourrai, bien sûr, mais jeune.
parce que j'entends bien conserver une responsabilité économique, j'entends bien être reconnu anthropologiquement par mon travail, évidemment. J'entends pas progressivement me réduire, cultiver mon jardin, et puis après je me retrouve mes amis pour jouer aux cartes, et puis je vais au musée Picasso, et puis je fais une croisière, puis je fais du vélo, et puis je garde mes petits-enfants, et puis merde, d'accord ? Notre responsabilité comme retraités, puisque nous sommes libérés de l'emploi, mais pas du travail, c'est précisément de mettre toutes nos capacités de travail concret au service d'entreprises communistes comme celles de toutes ces jeunes alternatives dont j'ai parlé. Imaginez qu'il y a 15 millions de retraités, dont 7 qui ont une pension proche de leur salaire, entre 75 et 100% de leur salaire. Leur meilleur salaire. 7 millions. 7 millions qui ont donc un salaire vraiment à la personne. Ils n'ont plus besoin d'aller sur le marché du travail, ils sont payés. Ils ont 40 ans d'expérience, ils savent y faire. Si plutôt que de faire du soutien scolaire ou d'être trésorier de leur club de foot, ce qui est bien, je ne suis pas d'accord, plutôt que d'être bénévole, ce qui ne sont pas puisqu'ils sont payés, plutôt que d'être bénévole, ils mettaient toutes leurs compétences au service de toutes les entreprises alternatives que la génération du dessous, la vôtre, pour ceux qui sont étudiants ici, mettent en place aujourd'hui sur un mode sécessionniste. Ils n'apporteraient ne serait-ce que 10 000 euros par an de valeur ajoutée. Vous voyez, 7 millions à 10 000 euros, nous sommes à 70 milliards. Mais on sort bien des entreprises alternatives de la marginalité. On commence à faire la nique à Arnaud et à tous ces salopards. Vous voyez, il y a une irresponsabilité économique de la vieillesse. Je fais une conférence gesticulée là-dessus à partir du 13 octobre d'ailleurs, qui s'intitule « Je veux », je ne sais même plus comment elle s'appelle, je veux maîtriser le travail jusqu'à ma mort. Bon, je ne sais plus exactement, je ne sais pas maîtriser, c'est autre chose. Je veux décider du travail jusqu'à ma mort, bien sûr. L'enjeu, c'est de sortir le salaire de l'emploi. C'est d'attribuer le salaire à la personne. C'est de nous poser comme les responsables de la production de valeur. Et ça par un droit politique à 18 ans. Encore une fois, le capitalisme, il nous irresponsabilise en matière de valeur économique. Tout en nous sanctionnant. Hein. On est sanctionné par du management, par la peur, par des licenciements, par des mobilités involontaires, etc. On est en permanence sanctionné alors même qu'on est irresponsable. D'un point de vue anthropologique, c'est dramatique cette affaire. Le communisme, c'est préciséement ce qui nous pose comme les seuls responsables de la production de valeur. Donc avec une école d'éducation à la co-responsabilité, j'y ai fait allusion brièvement, et à 18 ans, ou 16 ans, si c'est 16 ans la majorité, je m'en fous, hein, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'âge politique. À un âge politique, tout le monde est posé comme en capacité de produire de la valeur économique, et donc titulaire d'un salaire, à vie. Premier niveau de qualification pour tous à 18 ans. Et les 1500 balles qui vont avec, mettons. Le salaire comme droit politique. Ensuite, si vous voulez monter en qualification, dans un rapport de, mettons, de 1 à 4 jusqu'à 6 000 euros maximum, il faut passer des épreuves de qualification où on va évaluer le travail concret que vous avez fait, évidemment. Mais une fois l'épreuve de qualification passée, et là encore, la fonction publique quand même en est un modèle remarquable, même si c'est un modèle insuffisant, bien sûr, c'est définitif. Hein. La nouvelle qualification, vous l'avez à vie. Elle ne peut pas vous être ôtée. C'est ça le salaire comme droit politique.
vous voyez, la seule façon de lutter contre la hausse des frais d'inscription et les prêts, qui, s'ils fonctionnent comme à l'anglaise, sont très difficiles à contester, puisque ça ne coûte rien aux étudiants, et en plus ils ont 9000 livres par an de toute façon de prêt, qu'ils ne remboursent pas, sauf exception. La seule façon d'éviter cette marchandisation du système éducatif avec des clients qui payent, enfin, etc., etc., et puis cet endettement, parce que même si les prêts ne sont pas remboursés, il y a quand même en permanence l'obligation de le faire. Ils ne le sont pas parce que de fait les salaires ne permettent pas, mais il y a une obligation de rembourser. Dès que le salaire est à tel niveau, il faut rembourser de toute façon. Donc on est en permanence dans une logique de la dette. D'un point de vue anthropologique, c'est très important aussi d'inscrire les travailleurs dans la dette. Nous sommes les seuls producteurs de la valeur. C'est nous qui produisons la valeur, y compris celle qui finance l'investissement. Et il faut qu'on s'endette pour pouvoir travailler. C'est incroyable. Avant même de travailler, on a une dette. Là, on est vraiment dans le poids de la logique capitaliste sur nos vies. Donc, la seule réponse à ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire non seulement des masters, mais des licences avec des frais d'inscription, et des prêts aux étudiants, la seule réponse, c'est le salaire pour les étudiants. Parce que si vous battez pour une allocation d'autonomie, comme le fait l'UNEF par exemple, vous savez, les étudiants anglais, ils sont parfaitement autonomes. Ils ont tout ce qu'il faut. Même en Angleterre, pour ceux qui connaissent un petit peu la culture anglo-saxonne, c'est vraiment être le dernier des idiots que de vivre chez ses parents après 18 ans. Il faut être autonome, il y a une obligation d'autonomie. Et cette obligation d'autonomie, elle est assumée par des prêts, évidemment. Donc, la réponse à ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire des droits d'inscription qui iront au-delà de 4 000 euros, ça va être 12-15 000 euros, évidemment. La réponse à cela, qui ne sera possible que par des prêts, c'est pour ça qu'il y a une telle fébrilité autour de la mise en place de prêts pour les étudiants, c'est le salaire. Nous n'avons pas besoin de nous endetter pour travailler. Nous sommes reconnus comme producteurs. Mais qu'est-ce que vous faites pour être producteur? C'est comme les gens qui disent, mais qu'est-ce qu'ils font tes retraités qui travaillent? Ils font quoi? C'est pas la question précisément. Le salaire tel qu'il se construit comme salaire à la qualification personnelle, et là j'en reviens à ce que disait un interlocuteur, un des premiers interlocuteurs, le salaire, il nous paye pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous faisons. C'est toute la construction du salaire au XXe siècle, c'est ça. Je cherche le mot. C'est abstraire, travail abstrait. C'est abstraire ma reconnaissance comme producteur de la photographie de ce que je fais. Dans le capitalisme, j'ai des ressources pour répondre à telle activité. C'est la photographie de ce que je fais qui légitime mes ressources. Tout le mouvement ouvrier a consisté à se libérer de cette affaire. Parce que si c'est ce que je fais qui décide de mes ressources, je n'en fais jamais assez. Jamais. Et puis je ne le fais jamais comme le veut le capital. Donc, si c'est ce que je fais qui décide de mon salaire, mon travail concret va être totalement aliéné et encore une fois, jamais assez. C'est le cas de tous les travailleurs indépendants. Ils ne sont pas 35 heures les travailleurs indépendants. Ils sont totalement aliénés au travail. Là, je ne parle pas des libéraux qui ont des statuts qui leur permettent, je parle des bouchers, des boulangers, des paysans FNSEA. Les paysans, la Confédération paysanne sont moins fous, mais les paysans FNSEA sont totalement esclaves de leur boulot.
la force communiste du mouvement ouvrier, c'est précisément de nous reconnaître en tant que personne comme producteurs. Si bien que... Bonsoir, excusez-moi, je dois fermer. D'accord. Ah bon, bah alors... Désolé. Merci, Bernard.